Alors, dans cette rencontre, dans cette première rencontre, dans cette première édition, nous avons invité un certain nombre de personnes, des personnes de la diaspora, mais également des personnes qui sont ici au Sénégal. Et comme nous comptons organiser cette rencontre de façon régulière, de façon hebdomadaire, chaque dimanche à la même heure, nous allons prochainement donc inviter d'autres personnes. Donc, chacun aura l'occasion de venir, d'entrer dans cette formation. Dans cette formation, dans cette première rencontre, l'objet, c'est de vous présenter le programme. C'est un programme ambitieux. Dans ce programme, nous ciblons deux choses importantes: la problématique de l'emploi et de la prospérité. En Afrique, en général, plus particulièrement dans nos pays, nous avons un grand problème d'emploi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour contribuer à la création d'emplois? C'est ça qu'il faut comprendre. On a un problème d'emploi, on a aussi un problème de prospérité. Je ne parle pas de croissance, parce qu'ici, on a l'habitude de dire que la croissance à travers les infrastructures, ça ne se mange pas, c'est vrai, mais c'est extrêmement utile quand même pour se développer. Ce sont des investissements incontournables pour le développement de toute nation. Mais les gens qui sont pauvres veulent manger, ils veulent survivre. Alors, au niveau de l'emploi, ce qui caractérise un peu nos pays, c'est qu'on a une jeunesse désemparée, sans visibilité sur son avenir. Et cette jeunesse prend des risques élevés dans une émigration incertaine. L'histoire des pirogues qui se perdent en mer avec des centaines de personnes, centaines de jeunes pour la plupart, disparaissent malheureusement, c'est connu. Certains disent même que c'est assez récurrent, mais c'est important d'analyser ce phénomène-là, qui est un phénomène social, à la fois économique, qui est extrêmement important et qui est dommageable, parce qu'on n'a que la jeunesse pour se développer. La jeunesse qui doit prendre la relève dans une nation, si elle périt en mer, c'est catastrophique, c'est dramatique. Alors, pourquoi est-ce que cette jeunesse prend-elle autant de risques? Pourtant, pour prendre la pirogue, ce n'est pas gratuit. Le minimum, c'est 500 000 francs. J'ai même entendu des personnes dire 5 000 euros. Bon, je n'en sais rien. Mais avec 500 000 francs, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans ce pays? C'est ça qu'on va essayer de vous démontrer, qu'avec peu de moyens, il est possible de réussir au niveau du Sénégal, par exemple. Une personne risque de naître, de grandir et de mourir sans jamais avoir travaillé. Dans le langage populaire, ils disent on est chômeur, on grandit chômeur, on meurt chômeur. C'est catastrophique quand on a cette mentalité-là. Donc la jeunesse va soutenue par les parents, la société, par tous les moyens possibles et imaginaires, par mer, par terre à travers le désert, par air. On a vu pas mal d'Africains, dont des Sénégalais, aller en Amérique latine et de là-bas migrer vers les États-Unis en traversant des pays de l'Amérique latine. Ils font l'objet de toutes sortes de tracasseries. Si vous tapez sur YouTube, vous allez les voir. Il faut essayer de remédier à cette situation. On a une économie, dans le cas du Sénégal, incapable d'absorber des centaines de milliers de jeunes qui entrent dans le marché de l'emploi chaque année. J'ai mis estimé en 300 000 et 400 000 parce qu'il y a 10 ans, on parlait de 300 000 emplois. Je n'ai pas les chiffres officiels, mais c'est entre 300 000 et 400 000 minimum. L'économie sénégalaise est incapable d'absorber 400 000 emplois par an. C'est impossible. Aucun des chefs d'État qui ont précédé depuis le temps du régime socialiste avec les fameux maîtrisards, en passant par le régime libéral, en passant par le régime actuel, n'ont pu trouver de solution définitive. Évidemment, le plein emploi n'est pas facile à trouver, mais la réalité est là. Mais on a un potentiel export sous-utilisé, mais qui a le mérite d'étendre un marché national très étroit. Parce que le marché sénégalais ne peut pas absorber ces chômeurs, ni à travers le secteur public, ni à travers le secteur privé. Il faudrait des investissements énormes. Donc,
L'une des solutions, c'est de se tourner vers l'extérieur. L'avantage de l'exportation, c'est d'élargir le marché national. Au lieu de s'adresser aux consommateurs nationaux, on est 18 millions. Sur les 18 millions, il y a peut-être 10 millions qui sont des mineurs. Sur les 8 millions qui restent, un tiers seulement travaille. Le marché lui-même est étroit et il est pauvre. Le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres. Maintenant, ce qu'il faut, c'est étendre le marché vers l'Afrique, vers l'Europe, vers l'Amérique, vers l'Asie, etc. Et c'est tout à fait possible. Les études l'ont démontré. Concrètement, je vous montrerai des pays où il y a des marchés potentiels, des demandeurs de tel et tel produit qui sont fabriqués par le Sénégal, ou bien que vous pouvez fabriquer. De l'autre côté, au niveau de l'environnement, il y a très peu de visibilité des entrepreneurs performants. Ici, malheureusement, on ne montre que les politiciens. Regardez les médias, 90% de leur temps d'antenne, c'est destiné à la politique. Du matin au soir, on n'entend que la politique. Et pourtant, dans les pays développés, comme les États-Unis par exemple, on montre des entrepreneurs qui réussissent, des personnes qui partent de rien et qui réussissent à se hisser au rang des personnes les plus riches au monde. Et ces personnes n'ont rien d'extraordinaire. Pourquoi on ne trouve pas ici au Sénégal ou bien en Afrique? Donc, il faut arriver à montrer à l'environnement que la voie royale du développement, ça passe par les entrepreneurs performants. Il faut donc produire des entrepreneurs performants à travers le système éducatif, la formation professionnelle, etc. De l'autre côté, nous avons des experts sous-utilisés. Et ces experts sont des consultants, des cadres de grandes sociétés, aussi bien dans le public que dans le privé. Ils ont l'expertise et veulent utiliser cette expertise, mais n'ont pas suffisamment de travail. C'est aberrant, alors que le besoin est là. Normalement, aucun consultant n'aurait dû chômer. Ça, c'est ma conviction. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un problème de rencontre entre l'offre et la demande. Il y a des demandes qui sont là, que l'offre n'arrive pas à satisfaire simplement à cause du système que nous avons actuellement. Au niveau de la prospérité, nous avons des transferts de fonds qui viennent de la diaspora et dont le montant est supérieur à l'aide publique au développement. C'est-à-dire que si nous prenons le cas du Sénégal, nous prenons l'ensemble des pays donateurs qui nous aident. Cette aide-là, aujourd'hui, a été dépassée par les fonds que les Sénégalais de la diaspora envoient de l'extérieur. Donc, c'est des fonds extrêmement importants. Plus d'1 milliard de dollars, peut-être même maintenant, ça va atteindre 2 milliards de dollars. Mais ces fonds qu'on envoie au Sénégal sont essentiellement destinés à la consommation. Même si on commence à observer une tendance où les familles commencent à investir petit à petit, notamment dans le commerce et dans les services. Donc, il y a une croissance extravertie avec une faible retombée sur les ménages. Des investissements publics créant peu d'emplois permanents malgré leur utilité, il faut le reconnaître. Les investissements qu'on a ici, que ce soit au niveau des infrastructures routières, que ce soit au niveau des ponts, il y a plusieurs opérations, plusieurs projets qui ont quand même transformé le visage du Sénégal au cours de ces 20 dernières années, essentiellement. Ça a commencé dans les années 2000 jusqu'à maintenant. C'est très bien, tout ça c'est utile. Mais ce n'est pas suffisant. La croissance extravertie à cause d'une distribution du revenu qui est pyramidale. Dans ce schéma, nous avons une pyramide ici, décomposée en 3 parties. Dans la première partie, c'est 1% de la population qui détient l'essentiel de la richesse. Et ce que je dis, ça peut se vérifier partout dans le monde en général. On a un système économique mondial, et c'est le cas du Sénégal, où les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Il y a un écart croissant entre les riches et les pauvres. Et généralement, les milliardaires dont on parle représentent une faible, même quand je dis 1%, c'est même très généreux. Une faible proportion de la population sénégalaise détient l'essentiel des richesses. Ensuite, il y a une classe moyenne quand même, qui se bat pour se maintenir, qui a un revenu intermédiaire. Et on a maintenant la grande masse, une population pauvre, qui tente de survivre. Donc, cette pyramide-là, les amis, c'est important de garder ça à l'esprit. L'idéal aurait été d'inverser la pyramide. C'est-à-dire que l'essentiel des richesses, quand on inverse, là, les pauvres deviennent le sommet. Que l'essentiel des richesses puisse aller vers les pauvres. Alors, il faut dire quand même qu'au Sénégal,
tout le monde a pris conscience de cette situation, notamment les autorités, il faut le reconnaître, à tel point qu'ils ont pris un certain nombre de mesures pour atténuer la pauvreté au niveau du bas de l'échelle. Par bon, la bourse familiale, la couverture maladie universelle, etc., etc. Il y a tout un ensemble de mécanismes quand même de distribution de revenus. Mais pour moi, c'est très bien, ça peut atténuer la pauvreté, mais ce n'est pas pérenne. En fait, la mentalité qu'on développe en donnant de l'argent gratuitement à des pauvres, c'est une mentalité de la main tendue. Et l'entrepreneuriat, c'est le contraire d'une mentalité de la main tendue. Il faut arrêter de demander. Partout, on demande. L'État n'a qu'à me donner ceci. Donnez-moi de l'argent, etc., etc. Il est possible de travailler, de produire. Faites partie de ceux qui donnent plutôt que de faire partie de ceux qui reçoivent. Alors, on revient à notre mind manager. Donc, vous voyez que quand je dis 1% de la population contrôle l'essentiel des recettes, c'est de ça dont je voulais parler. Et cette situation est exacerbée par la malgouvernance. Bon, on ne va pas faire un débat ici. On a largement le temps, d'ici les 6 mois, de revenir sur cette question de malgouvernance. Si les fonds ne sont pas gérés, tous les fonds publics ne sont pas gérés de façon transparente, ben, ça pose problème. Mais la malgouvernance, ce n'est pas seulement dans le secteur public, c'est aussi dans le secteur privé. Alors, donc, comme je disais, il y a une tentative des autorités de corriger ce biais par divers programmes et réformes, parmi lesquels l'appui aux plus démunis, qui sont le bas de la pyramide, à travers les bourses familiales, je l'ai déjà dit, la couverture universelle. L'appui aux agriculteurs, il y a différentes subventions des intrants agricoles, et même au niveau des éleveurs également. L'appui aux artisans. Aujourd'hui, la loi sur la commande publique donne 15% de cette commande publique aux artisans. Alors, dans la pratique, comment ça se passe, je n'en sais rien. Il faudrait que les artisans qui sont là, donc parmi les participants, puissent s'exprimer. Donc, il y a aussi l'appui à l'entreprise locale, notamment en adoptant la loi sur le contenu local, qui oblige justement toutes les grandes entreprises, les multinationales, les investisseurs, à donner une partie du marché aux entreprises locales. Et ça, je pense que ce sont des dispositions, ce sont des correctifs qui sont quand même importants et qu'il faut saluer. Mais ça prouve quand même qu'il y a un problème au niveau de la pyramide. Et il y a aussi l'existence de nombreux programmes qui ont du mal à être optimisés. Notre approche maintenant, qu'est-ce que nous proposons? C'est d'abord de replacer le secteur privé national dans son véritable rôle de moteur du développement économique et social. C'est le secteur privé. Ici, l'État domine tout. Le premier client de l'économie, c'est l'État. C'est l'État qui donne les marchés. C'est la raison pour laquelle tout le monde se précipite pour être au pouvoir, parce qu'une fois qu'on est au pouvoir, on pense qu'on devient riche. Et ça pose problème. La notion de service public disparaît même. On est là pour servir et non pas pour se servir. Mais pour cela, il faut laisser l'État mettre en place les règles du jeu. L'État doit jouer un rôle d'arbitre, l'État doit impulser, mais quand il s'agit de produire, de fabriquer, il faut laisser ça au secteur privé. Et la richesse se crée par le développement de l'entreprise. C'est pourquoi je dis que le secteur privé doit être le moteur, principal moteur de développement, c'est le secteur privé. L'entreprise, le secteur privé, doit jouer un rôle dans l'intégration dans son milieu. L'entreprise doit avoir un impact au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Et l'entreprise doit avoir une politique de RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise n'est pas seulement là pour gagner de l'argent et empocher et devenir riche, mais elle doit investir une partie de son bénéfice dans le domaine de l'éducation, la santé, dans le domaine social, dans le domaine de l'environnement. Il y a de plus en plus d'entreprises qui le font, mais ce n'est pas généralisé. Ça devrait être même systématique. Et l'entreprise doit aussi donner une priorité aux emplois locaux. Il y a beaucoup d'aberrations dans ce pays où les entreprises recrutent des personnes qui viennent de l'extérieur, même des régions, et au détriment maintenant de l'emploi
au niveau local. L'entreprise doit jouer un rôle dans la redistribution des revenus, par la distribution des salaires, etc., et par la sous-traitance, en travaillant avec les entreprises locales, les entreprises de sa contrée. C'est comme ça qu'on fait le développement endogène. L'autre élément, c'est qu'il est nécessaire d'accompagner le secteur privé. Alors, nous, on n'est pas à la place de l'État. Nous, on n'est pas des politiciens. Encore une fois, les amis, on n'est pas là pour faire de la politique. Moi, je m'interdis d'aborder des thèmes de politique politicienne. Il n'y a pas de parti, il n'y a rien. On est là pour tous les Sénégalais, quelle que soit leur appartenance politique ou religieuse. D'accord? Mais nous estimons que nous avons suffisamment de ressources et de compétences pour promouvoir par le bénévolat. En d'autres termes, ce que nous proposons ici, c'est gratuit. Et ce bénévolat nous permettra d'appuyer les jeunes créateurs. Nous vous montrerons comment, en tant que jeune chômeur, on peut devenir créateur et même créateur d'emploi, créateur d'entreprise et créateur d'emploi. Les micro-entreprises, c'est ça qui prolifère, c'est l'essentiel de l'économie sénégalaise. Il faut les appuyer. Les micro-entreprises n'ont pas les moyens. Il y a les TPE, les très petites entreprises également. Maintenant, concernant les entreprises moyennes et grandes qui ont les moyens, le service ne peut pas être gratuit. Si vous avez les moyens de payer, il faut payer. C'est ça aussi la règle du jeu. Et souvent, il y a aussi les bailleurs de fonds qu'on appelle les partenaires techniques et financiers qui ont des fonds qui appuient les PME. Donc, si en tant qu'entreprise, en tant que promoteur, en tant que porteur de projet, vous avez un projet assez complexe qui va être difficile d'accompagner à cause de son coût, on peut vous aider à chercher des coûts de financement, à chercher des ressources de financement. Les fonds existent, il faut savoir où les trouver. Donc, comme j'ai dit, la plateforme que je propose, c'est une plateforme gratuite et dont l'objectif, c'est de permettre aux PME et porteurs de projets d'accéder à l'information commerciale, à la formation, au coaching, donc encadrement, parrainage, et au réseau professionnel. Donc, vous, en tant que PME, c'est tout ça que vous allez avoir dans cette plateforme. Et pour cela, nous allons favoriser une rencontre entre l'offre et la demande d'assistance. Parce que vous, en tant que jeune, en tant que femme, vous avez des idées de projet, vous avez besoin d'être assisté. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui ont plusieurs années d'expérience et qui peuvent vous assister, qui ont les diplômes nécessaires, qui ont le savoir-faire nécessaire, le savoir-être nécessaire. Alors, cette plateforme-là, de quoi s'agit-il? Quelles sont ses composantes? Cette plateforme a plusieurs composantes, plusieurs modules. Il y a des modules d'information commerciale, parce que vous, en tant que PME, vous avez besoin de ces informations-là. Comment, où trouver des clients? Toutes les PME ont besoin d'avoir cette information. Où trouver des informations sur le marketing, les finances, les ressources humaines, les opérations, les questions juridiques. C'est beaucoup de questions. Il faut aider les PME à accéder à ces informations. Et la plupart du temps, ces informations existent, mais les PME ne savent pas où les trouver. On a des experts qui savent où les trouver. Il y aura une partie module de formation. Pour cela, en tant que PME ou porteur de projet, vous allez accéder à des cours gratuits et des webinaires pour aider les PME et les porteurs de projets à surmonter leurs difficultés. Par exemple, si nous prenons les fonctions de l'entreprise, telles que la stratégie, toute entreprise a besoin d'une stratégie, quelle que soit la taille d'ailleurs. On le verra. Le marketing, les ressources humaines, le supply chain, c'est-à-dire que les achats, approvisionnement, les finances, la production. Dans ces formations, au cours des mois à venir, on va passer en revue tous ces aspects-là pour que vous puissiez développer et faire prospérer votre entreprise. Tous les secteurs d'activité seront couverts. Pas seulement l'industrie et l'agriculture, mais également le commerce. Parce que la plupart, l'essentiel des PME, c'est dans le domaine commercial. La distribution, c'est un moyen essentiel de l'économie. Donc, je m'adresse à ces commerçants. Bon, m'excusez un peu, mais j'avais dit que ça allait se passer en France et en Wolof. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans le lot
qui ne maîtrisent pas le français, mais je peux très bien le faire en Wolof. Vers la fin, je vais peut-être faire un résumé. Toutes les entreprises seront considérées ici. Il n'y a pas d'exclusion. Toutes les phases de développement de l'entreprise seront analysées. Quand je dis que phase de développement de l'entreprise, il y a parmi vous des personnes qui sont au stade de l'idée de projet. D'autres ont démarré leur entreprise, sont en phase de lancement. D'autres l'ont démarré et l'entreprise est en train de se développer, c'est en phase de croissance. D'autres ont démarré depuis plusieurs années et l'entreprise est en phase de maturité. Et parfois même, il y a certains qui sont en phase de déclin. Vers la fin, vous avez un certain nombre de difficultés. Donc, l'entreprise, comme un être humain, comme un être vivant, c'est quelqu'un qui naît, qui grandit, qui devient adulte et qui vieillit. Et finalement, l'entreprise finit par mourir. Bon, vous me dites qu'il y a des entreprises qui ont plus de 100 ans, mais la plupart des entreprises suivent cette courbe-là. Donc, aucune discrimination ne sera tolérée sous quelque forme que ce soit. Maintenant, il y a le module coaching. Le coaching, c'est le conseil, c'est l'accompagnement. Permettre aux PME et porteurs de projets de se faire assister par des mentors ou coachs expérimentés à travers l'email. Donc, on va échanger par email, à travers le chat, à travers des appels programmés, des appels vidéo programmés, à travers des visites d'entreprise. Là aussi, nous comptons aller sur le terrain pour les entreprises qui le veulent, qu'on puisse leur rendre visite, discuter avec vous des problèmes que vous avez et voir comment est-ce qu'on pourra vous accompagner. Ce coaching-là pourra se faire à titre individuel. Vous pouvez avoir un coach individuel qui vous suit. Ou si vous avez un problème complexe, on va mettre à votre disposition une équipe pluridisciplinaire pour vous accompagner. Vous allez me dire, mais M. Ndiaye, ça existe déjà. Il y a des institutions qui le font, oui. Mais nous pensons que c'est un plus que nous apportons. Nous ne sommes pas là pour nous substituer à ces institutions que nous connaissons bien, avec lesquelles on travaille déjà depuis de nombreuses années. Mais à notre niveau, nous pensons que chacun peut prendre quelques heures par semaine et consacrer ça à un jeune, à une femme qui a son projet et qui veut être appuyée. Voilà. Ensuite, on organisera en plus donc la formation du coaching. On fera des forums en ligne et des groupes de réseautage. C'est très important cet aspect, puisque vous aurez l'opportunité de participer à ces forums thématiques selon le type d'entreprise, selon votre secteur d'activité, selon les thèmes. Quand on dit type d'entreprise, par exemple, que vous soyez une petite entreprise, micro-TPE, etc., une moyenne ou bien une grande entreprise, vous êtes qualifié. Le secteur d'activité, que vous soyez dans le commerce, l'agriculture, l'industrie, les services. Et dans le commerce, il y a le commerce de gros, de détail, l'import-export. Dans l'agriculture, il y a des entreprises qui font des produits de consommation, comme des produits de maraîchage, ou bien des produits intermédiaires considérés des intrants pour d'autres industries, ou bien des produits d'exportation, comme les mangues, l'anacarde, etc., sont considérés. Au niveau de l'industrie aussi, ça dépend du sous-secteur. Est-ce que c'est dans le secteur chimique, dans le secteur de l'agroalimentaire ou pas? Est-ce que c'est une industrie qui vend directement aux consommateurs qu'on appelle B2C, donc qui vend des biens de consommation? Ou bien c'est une industrie qui travaille pour d'autres industries, donc business to business, là c'est business to consumer, donc ce sont des biens intermédiaires. Ou bien est-ce que ce sont des entreprises de services? On a beaucoup d'entreprises de services ici. Mais il y a parmi ces prestataires de services, il y a le service intermédiaire, par exemple les cabinets qui recrutent des employés pour les placer dans d'autres entreprises. Ça prolifère actuellement. Ou bien les services destinés au public, comme des restaurants, etc. Ou bien, il y a d'autres secteurs de services. Nous allons passer en revue les 12 secteurs de services qui ont été proposés au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Ou bien alors, on peut organiser des forums en ligne selon un certain nombre de thèmes. Les thèmes du genre accès au marché. Bon, je vais agrandir un peu ici. Comme l'accès au marché. Comment accéder au marché? Comment accéder à la technologie? Comment accéder aux ressources humaines qualifiées? Comment accéder au financement? Comment accéder à un environnement habilitant et compétitif? Ce qu'on appelle environnement habilitant et compétitif, c'est l'environnement que l'État, ça c'est la responsabilité de l'État, va mettre en place
pour permettre un développement harmonieux des entreprises. Créer une entreprise au Sénégal et créer une entreprise aux États-Unis, ce n'est pas la même chose, mes amis. Donc, il faut arriver à avoir un environnement où, quand vous créez votre entreprise, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. Et l'accès aux ressources du numérique. Le numérique, c'est un gros morceau. Le commerce électronique, les applications digitales, etc. Ça, c'est vraiment le grand secteur envahi par les jeunes. Vous aurez aussi l'occasion de participer à des groupes de réseautage, du genre WhatsApp. Des groupes thématiques seront créés. Vous allez avoir plusieurs types de groupes. Le groupe des coachs et mentors. Là, ce sont des ressources. Ce sont des experts, les cadres, les chefs d'entreprise qui vont vous aider, qui vont vous accompagner pour que vous puissiez réussir. Il y a le groupe industrie, où on ne parlera que des questions industrielles, par exemple l'agroalimentaire, c'est déjà immense, ou bien les mines, ou bien le pétrole, le gaz, etc. Il y a le groupe commerce intérieur, la distribution interne. Il y a des problématiques et il serait intéressant que ceux qui interviennent dans ce même secteur puissent se parler et s'échanger. Il y a le groupe prestataire de services. Il y a le groupe commerce international, dans lequel on parlera du marché de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. On en parle beaucoup dans les milieux officiels, mais au niveau populaire, bon, il y a très peu de personnes qui savent ce que c'est que la ZLECAf et ce que ça recoupe, malgré le fait qu'il y a beaucoup de séminaires, on fait de plus en plus de séminaires, mais c'est encore limité. On parlera du marché européen, marché nord-américain, marché asiatique, marché du Moyen-Orient. Ce ne sont pas les mêmes marchés. Donc là aussi, avoir des groupes qui parlent de ça, surtout avec la diaspora, je pense que ça peut être intéressant. Il y a le groupe des investisseurs, par exemple, les investissements directs étrangers, les investisseurs nationaux. Là aussi, souvent, les nationaux se plaignent en disant que oui, on ouvre la porte grande ouverte aux investisseurs étrangers et nous alors, on verra comment faire pour promouvoir ces investisseurs nationaux à travers le dialogue et la discussion, parce que le dialogue, ça fait partie de l'ère du temps. Ensuite, il y a le partenariat. Vous avez besoin de développer des partenaires techniques, que ce soit sur le plan de la technologie, des partenaires qui vont vous apporter une technologie, ou bien des partenaires qui vont vous apporter des marchés, ou bien des partenaires qui vont vous apporter un savoir-faire. Ensuite, il y a les partenaires financiers. Le capital risque, on expliquera ce concept. Le financement des investissements à moyen et long terme et le financement à court terme ou besoin en fonds de roulement. Ensuite, maintenant, comment va fonctionner la plateforme? C'est là où je vais terminer ce graphique très rapidement. D'abord, le rôle de cette plateforme, c'est de mettre en relation, par exemple, les PME et les experts. Cela veut dire que la prochaine fois que vous allez vous connecter à la plateforme, on va vous donner un questionnaire que vous allez remplir. Vous êtes une PME, est-ce que vous avez une idée de projet? C'est quelle idée? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos difficultés? Et les experts aussi vont remplir une base de données dans laquelle on aura leur type d'expertise, le nombre d'années d'expérience. Qu'est-ce que vous offrez comme service à ces PME-là? À partir de là, on fait la rencontre, on fait le marché entre les besoins des PME et l'offre d'expertise qui existe. Il y aura aussi les PME et les PME. Là aussi, en tant que PME, vous avez besoin de travailler avec d'autres PME, soit par la sous-traitance, soit par le partenariat. Donc, c'est important que vous soyez en relation entre vous. Vous pouvez même aller ensemble pour soumissionner à des marchés d'envergure. Il y a aussi les PME avec la diaspora. Là aussi, la diaspora a un rôle extrêmement important et on y reviendra par rapport aux PME du Sénégal. Une partie de la diaspora cherche à rentrer au pays. Dans cette formation, je vais inviter plusieurs personnes de la diaspora. Des personnes qui vivent dans la diaspora, qui sont rentrées, qui sont installées avec des fortunes plus ou moins diverses. Certains sont bien installés, d'autres ont des difficultés. J'ai même connu des Sénégalais de la diaspora qui sont venus, qui ont une expérience malheureuse et qui sont rentrés. Et ça, c'est dommage. Et je sais également qu'au niveau gouvernemental, il y a un programme
pour favoriser la diaspora qui veut venir investir au pays. Il y a aussi les partenaires techniques et financiers qui, pour lutter contre l'immigration, ont mis en place des programmes de financement pour permettre aux émigrés qui sont dans leur pays, les Sénégalais qui sont là-bas, de rentrer au Sénégal, de s'installer et puis de réussir un peu leurs projets, etc., etc. Il y a plusieurs projets comme Techifi, etc., etc. Ensuite, il y a mise en relation entre les PME et les institutions d'appui. Le rôle des institutions d'appui, c'est de vous appuyer. Et vous les connaissez. On peut en citer quelques-uns. Là, les PME, tout le monde connaît. La CPEX qui s'occupe de l'exportation également est connue. Le 3FPT est connu. La DER-FJ est connue. Et bien d'autres. Dans une étude, nous avons identifié plus de 40 institutions d'appui. Vous vous rendez compte? 40. Comment la PME peut se retrouver dans cette floraison d'institutions d'appui? Ce qui les intéresse, c'est d'accéder à des fonds. Et malheureusement, bon, ce n'est pas souvent le cas. Et nous, dans ce programme, on va vous aider à vous orienter vers ces institutions d'appui. C'est-à-dire qu'on aura un partenariat avec chacune de ces institutions d'appui qui cherchent, dont le rôle, dont la mission, c'est de vous appuyer. Ils ont les fonds, ils ont les ressources pour vous appuyer. Il y a aussi les relations entre les PME et les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds. Là aussi, il faut savoir à quelle porte frapper. Vous n'allez pas vous précipiter au guichet de la BAD tout en sachant que vous n'aurez rien. Ensuite, la relation entre les PME et les ONG. Il y a une prolifération d'ONG au Sénégal et chaque ONG essaie d'appuyer la PME, la micro-entreprise, etc. en fonction de la région. Nous inviterons ces ONG en tout cas à venir parler un peu de leur programme afin que vous puissiez voir s'il y a une possibilité de collaboration. Donc, il y a la mise en relation, il y a la formation et le coaching. J'en ai déjà parlé. Donc, ce coaching va de la création au développement de la PME et on va l'organiser tous les dimanches de 15h à 16h30. Et là, chaque PME ou porteur de projet sera suivi par un ou plusieurs experts, des chefs d'entreprise aguerris pourront coacher des jeunes et des femmes porteurs de projets également. Pour vous dire simplement qu'en tant qu'entreprise maintenant, les problèmes que vous avez, mais ce sont des problèmes récurrents. Quand vous avez une PME, une petite entreprise, une très petite entreprise, généralement, le chef de PME, c'est un chef d'orchestre qui joue à tous les instruments de la musique. Il gère toutes les fonctions de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est le chef de PME qui gère les finances, il utilise les chefs. Il recrute et gère le personnel. Il recherche les marchés et gère les clients. Il dirige la production, il est dans les ateliers, etc. Il gère les approvisionnements, c'est lui qui achète, etc. Il veut tout faire. Et ça, bon, au début, c'est bien, mais après, il y a des problèmes parce que vous ne pourrez plus vous développer. Ça, c'est limité, on le verra. Mais je vais continuer à parler des caractéristiques pour que vous allez vous reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Parce que ça, c'est presque universel, c'est partout dans le monde, c'est pas seulement au Sénégal ou bien en Afrique que ça se passe. Parmi les constats, le chef de PME a tendance à faire du pilotage à vue. Il fait une gestion au jour le jour. Regardez autour de vous. Tous les jours, c'est quotidien parce que si vous êtes dans une situation de génération de revenus, tous les jours, votre préoccupation, c'est d'avoir un petit 5 000 ou bien un petit 10 000 pour rentrer chez vous et nourrir votre famille. Vous n'avez même pas le temps de regarder devant vous, dans 5 ans, quelle est la vision que vous avez de votre situation, de votre entreprise. Le chef de PME a très peu recours aux outils de gestion. Quand il tient une comptabilité, c'est juste pour avoir des états financiers qu'il va soumettre aux banques pour obtenir un crédit, ou bien au fisc, aux impôts pour obtenir un petit fiscal. Aujourd'hui, on ne peut plus se faire payer une facture auprès de l'État si on n'est pas en règle avec le fisc. Donc, tout le monde est obligé de payer. Le chef de PME, il a confiance en ses propres jugements et initiatives. Donc, très souvent, ils sont même réfractaires par rapport aux formateurs, par rapport aux consultants. Il y a une certaine méfiance. Et je peux vous dire, les amis, qu'après 40 ans d'expérience, la plupart des entreprises qui ont réussi ont fait recours à une expertise, ont fait recours à des consultants. Et quand ce chef de PME tombe malade, l'entreprise s'arrête très souvent. C'est grave. Il investit peu dans la formation dont il ne voit pas les effets positifs immédiats. La formation, c'est un investissement. Et un investissement, vous ne pouvez pas investir maintenant
et voir l'effet tout de suite. Il faut patienter. Quand enfin il prend conscience de tout ça, il décide de déléguer des fonctions. Malheureusement, il ne définit pas des procédures claires et transparentes qui lui permettent de veiller à ce que les tâches soient réalisées. Il ne met pas en place des outils de suivi et de contrôle. Donc, il faut le former sur comment déléguer le recrutement du personnel, comment déléguer la gestion financière, comment déléguer l'achat et l'approvisionnement, etc., etc. Et la PME est souvent confrontée à des crises de croissance. Mais ça, oui, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, on y reviendra. Mais ça, c'est le succès qui finit par tuer la PME. Prenons une entreprise de BTP qui travaille très bien, qui est bien appréciée par ses clients, peut avoir des commandes, comme on dit, qui trop embrasse mal étreint. Il va avoir des commandes tellement importantes qu'il ne pourra pas s'en sortir. Et c'est vrai, regardez au niveau des tailleurs. Quand vous avez un bon tailleur, les clients se ruent là-bas, il a beaucoup de commandes, et finalement, il n'arrive pas à satisfaire tout le monde parce qu'il ne peut pas respecter les délais de livraison, il ne peut pas respecter la qualité, etc., etc. Il y a aussi des pertes importantes dans la chaîne d'approvisionnement. Souvent, c'est là où on perd l'argent. Quand une entreprise fait une perte, c'est vrai que le chiffre d'affaires peut ne pas être suffisant, mais même quand le chiffre d'affaires est suffisant, c'est parce que les achats ne sont pas bien gérés, on dépense beaucoup d'argent, on perd beaucoup de produits dans l'achat des intrants, des marchandises, etc. Il est aussi confronté à des problèmes d'innovation. Il a tendance à copier ce qui se fait dans le secteur. Et ça, c'est connu. Quand une femme ouvre un salon de coiffure quelque part, ça marche. Toutes les autres femmes voudraient ouvrir un salon de coiffure, sans comprendre même le marché. Quand c'est la restauration, ça prolifère, etc., etc. Dans beaucoup de domaines, on fait du copier, mais il faut savoir copier intelligemment. Je termine sur cette partie-là. Après, on va exploiter les discussions. Entreprendre, c'est un couple entre un entrepreneur et un projet. C'est cette rencontre-là qui crée l'entreprise. Donc, si vous voulez que l'entreprise se développe, soit viable, il faut appuyer l'entrepreneur, il faut aussi appuyer le projet. Le projet ne pose pas de problème, c'est très technique. C'est le business plan ou bien plan d'affaires, c'est le projet d'entreprise. Quand vous voulez du financement, on vous demande votre projet, c'est un document qu'il faut élaborer. Mais il y a document et document, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Donc, dans la formation, nous vous montrerons étape par étape comment vous allez partir de votre idée jusqu'à la réalisation de votre entreprise. Comment vous allez faire votre plan d'affaires ou bien votre business plan. On vous donnera un canevas, on vous donnera des outils et on vous accompagnera. C'est ça que je vous propose dans cette approche. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, c'est là où l'appui est faible, à mon avis. Parce que l'entrepreneur, c'est une pièce essentielle à l'entreprise. Vous pouvez avoir un excellent projet, on l'a vu par le passé, un très bon projet, il y a un marché, au début ça marche, mais après, la défaillance de l'entrepreneur peut entraîner l'échec du projet. Donc cet entrepreneur-là, il faut certes lui donner des outils de gestion, etc., etc., mais il faut aussi le préparer en tant qu'entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est un métier. Il faut qu'il puisse adopter le comportement d'un entrepreneur performant. Et c'est là où nous parlons de l'entrepreneuriat ou esprit d'entreprise. Parce que l'entrepreneuriat maintenant est tellement galvaudé, que ce soit entrepreneuriat ou entrepreneuriat, c'est la même chose, est tellement galvaudé que chaque fois qu'on organise, par exemple, une gestion financière pour des femmes chefs d'entreprise, on dit entrepreneuriat féminin. Mais finalement, l'entrepreneuriat, ça devient des outils de gestion, alors que nous, dans notre esprit, ce n'est pas d'outils de gestion, c'est un comportement. C'est un ensemble de caractéristiques ou comportements personnels d'entrepreneurs performants qu'on appelle CAP. Et ça, c'est une étude qui a été menée au niveau planétaire qui a montré que, quel que soit son environnement, que ce soit un entrepreneur sénégalais, mauritanien, sud-africain, européen, américain, asiatique, mais si vous prenez les entrepreneurs qui sont performants, ils se comportent de la même manière. Il y a un type de comportement qu'ils ont. Ils ont une certaine attitude. Il y a des actes qu'ils posent. Et ces actes-là, qu'est-ce qui les pousse?
c'est une motivation interne qui se traduit par un certain nombre de comportements. On en a identifié une dizaine, mais on va commencer étape par étape. On ne peut pas tout faire en un jour. Surtout qu'il s'agit de comportement, et le comportement, on ne peut pas l'acquérir en une journée. Donc, quand on a lancé cette idée de CAP, et qu'on ait fait les formations par la suite, à la suite des formations qu'on avait lancées au César, il y avait beaucoup de Sénégalais qui ont suivi, d'entrepreneurs sénégalais, certains qui font même partie des références dans ce pays. On l'a fait dans différents pays africains, dans une vingtaine de pays africains. Mais en Afrique, comme dans les autres pays, ils ont un langage très imagé. C'est le cas des Ivoiriens ou des Camerounais ou autres. Le mot CAP, ils l'ont transformé et ils ont dit que, comme à la fin de la formation, ils ont bien maîtrisé les CAP, donc ils deviennent des capeurs. Et les femmes deviennent des capeuses. Vous recherchez dans le dictionnaire français, vous ne le trouvez pas. Ce n'est pas encore considéré comme dans l'Académie française. Et les gens disent, finalement, quand ils se sentent forts, ils disent, je suis un capeur. C'est-à-dire que je suis capable de soulever des montagnes. Et quand ils doivent chercher des marchés, chercher des clients, ils disent, je vais caper. C'est-à-dire que je vais me battre et utiliser mes forces internes pour réussir. Les amis, c'est un aspect extrêmement important. L'essentiel de la réussite dépend d'abord de vous. Vous devez croire qu'il est possible de réussir et que cette réussite dépend de vous. Maintenant, nous allons vous préparer pour que vous puissiez réussir. Et pour cela, il y a un état d'esprit qu'il faut avoir. Et cet état d'esprit-là, c'est à travers la première CAP. La première CAP que je vous propose, c'est la recherche d'opportunités. La recherche d'opportunités, c'est quoi? C'est elle qui vous permet de répondre à la question suivante. Comment se fait-il que les entrepreneurs trouvent des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes? Dans le même environnement, dans le même quartier, dans la même ville, dans la même salle, il y a un problème. Les gens se plaignent, mais les entrepreneurs prennent des opportunités. Mais pour prendre une opportunité, il faut arriver à percevoir cette opportunité. Pour percevoir l'opportunité, il faut avoir un certain état d'esprit. Ce n'est pas donné à tout le monde, qu'on appelle mindset en anglais. Pour avoir cet état d'esprit, il ne suffit pas d'écouter ce que nous sommes en train de vous dire, il ne suffit pas de regarder ce qu'on va vous montrer, mais il faut agir. Il faut agir, donc il faut mettre l'accent sur l'action, l'action, l'action. Sinon, vous allez vous plaindre dans votre coin, vous allez vous morfondre, mais rien ne changera dans votre vie. Vous allez voir des marabouts, ils vont faire des gris-gris, vous allez les porter, ça ne changera rien. Il faut agir. Pour tirer le meilleur profit de cette formation, je vous donne un certain nombre de conseils. Par rapport à l'exercice que je vais vous donner tout à l'heure, il faudra utiliser des écouteurs et ou trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous devrez vous concentrer sur le cours et mettre en application les enseignements du cours. C'est chaque dimanche. 1h30, ce n'est pas beaucoup, les amis. Ça peut changer votre vie. Et je vous demande de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ce qu'on vous montre, il faudra le pratiquer. Et pour cela, comme disent les Américains, just do it. Il faut le faire, il faut agir. Agissez, agissez, agissez. Laissez les palabres. Évitez de passer votre journée à la télévision où vous regardez, vous consommez des informations en sens unique. Vous n'avez même pas la possibilité d'interagir. Heureusement qu'il y a le téléphone portable maintenant qui fait que, au niveau des réseaux sociaux, vous interagissez, vous discutez, c'est très bien. Mais, comme disent les Américains, just do it. Quand vous avez une idée de projet, les amis, j'ai l'habitude de dire que l'idée de projet n'appartient qu'à celui ou celle qui la met en œuvre. Tous les jours, vous voyez des initiatives qui marchent et vous dites que mais ça fait 2 ans que je pense tout ça. Ça, c'était mon idée. Ils m'ont volé mon idée. Non, ils n'ont rien volé. L'idée ne vous appartient pas. L'idée appartient à celui ou celle qui la met en œuvre. Et pour cela, je vais vous donner un exercice. Alors, je vais vous inviter à prendre votre téléphone et à photographier cet écran. On a ici 9 points. On vous demande de tracer 4 traits droits, passant par les 9 points, sans soulever le crayon ou le stylo.
et sans repasser par les mêmes traits. Cet exercice, je l'ai fait pour la première fois en 1986. Donc, vraiment, mes amis, c'est ancien. Et beaucoup d'entre vous ont déjà fait cet exercice, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de le faire. C'est un exercice qu'il faut faire une fois dans sa vie. Donc, prenez une photo ou bien une capture d'écran et vous allez le reporter sur une feuille de papier. Vous allez le faire plus tard. Je ne vous demande pas de trouver la solution maintenant. Je vous demande d'apporter, de me montrer la solution le dimanche prochain. Voici les conseils que je vous donne. Ça, c'est la dernière diapositive. Concentrez-vous, c'est extrêmement important. Dans la vie, il faut se concentrer. Ne vous laissez pas distraire. Mettez au silence votre téléphone quand vous faites une formation. Ne posez pas le téléphone là-bas, regardez et puis allez faire autre chose. C'est-à-dire que vous ne suivez pas. Par rapport à cet exercice, essayez d'abord de le faire vous-même. Ce n'est pas évident, mais il y a une solution. Il n'y a pas de piège. Il n'y a qu'une seule solution. Mais essayez de le faire sans l'aide de personne, en consacrant 5 à 10 minutes de réflexion. Essayez de tracer les traits. Après, vous comptez si vous avez 4 traits et si chaque point a été couvert par un trait. Les traits doivent passer par les 9 points. Si vous ne trouvez pas, essayez de le faire en groupe, chez vous, en famille, avec vos amis, 2 à 3 personnes maximum. Mais ne demandez pas à une autre personne la solution. Parce que ça ne sert à rien. La question, ce n'est pas d'avoir la solution. La question, c'est de trouver la solution. Et le cheminement par lequel vous allez arriver à la solution, ça peut changer votre vie. Et si vous trouvez, ne partagez pas la solution sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Pas la peine de montrer que vous êtes fort, etc. Chacun est là pour soi-même. Ne cherchez surtout pas la solution sur Google ou d'autres sites d'intelligence artificielle, parce que la solution se trouve sur Google, je peux vous le dire. Vous allez sur YouTube, vous allez trouver la solution. Mais ça ne vous apportera absolument rien. Ce serait une perte de temps. Et on va se retrouver le dimanche 13 août. Je suis en train de regarder les messages envoyés. Salimata, Mamdembo Diouf, Abdoumben, etc. Voilà, c'est très bien, tout ça. Bravo vivement pour les financements. Ravi de vous retrouver. Certains demandent des documents, la diapo. Alors, je vois ici, dans les commentaires, les gens demandent surtout le support du cours. Je vous donnerai le support du cours. Mais le dimanche prochain, parce que cette fois-ci, bon, vous ne vous êtes pas inscrit en donnant vos adresses email. Mais pour le prochain webinaire, je vais vous donner un lien où vous allez mettre votre nom, prénom, votre adresse email, vous allez remplir. Et sur cette base-là, je vous donnerai le support que je viens de produire. Nous sommes là pour partager. On ne vend absolument rien. Vous allez avoir beaucoup de support. Il faudra vous identifier. Le cours sera disponible. Ce cours-là, ce que nous venons de faire, on peut le suivre en YouTube Live. Donc, si vous allez sur YouTube, vous tapez, vous allez voir. Vous pourrez regarder ça autant de fois que vous voulez. Et vous pourrez le partager. Je vous demande de partager avec les autres. Les amis, il faut être généreux dans la vie. Quand vous partagez, c'est là que vous allez vous enrichir. Les milliardaires ne sont pas des personnes égoïstes, hein. C'est des personnes qui partagent. Si vous avez des commentaires, allez-y. Si vous avez des suggestions à faire, allez-y. Donc voilà, je vois enrichissant, etc. Excellente présentation, c'est bien. Donc, si vous avez des idées, allez-y. Si vous avez des besoins, exprimez-les. Parce que ce que vous êtes en train d'écrire sur les discussions du webinaire, je vais les exploiter après. Alors, je vais vous poser une question. Qui parmi vous est entrepreneur ou bien porteur de projet? Mettez-moi seulement. C'est très bien. Ça, c'est encourageant. Ça montre que la principale cible est là. C'est vous. Vous êtes les porteurs de projet. Nous sommes là pour vous. D'accord? Porteur de projet, c'est très bien. Entrepreneur, c'est très bien. Vous êtes là. Nous sommes là pour vous. Nous sommes à votre disposition. Et les amis, essayez de caler dans votre agenda le dimanche de 15h à 16h30 d'ici les 6 prochains mois. Ça va être difficile, je sais.
d'être assidu à 100%. Mais vous ne le regretterez pas. Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps à vous présenter la plateforme pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, entrepreneur et porteur de projet, entrepreneur, oui, c'est bien de dire même entrepreneur. Maintenant, les consultants experts et cadres qui êtes prêts à appuyer ces entrepreneurs-là, est-ce que vous pouvez vous identifier? Mettez consultant, par exemple, ou expert, comme vous voulez. Allez-y. Quelqu'un a dit, OK, sans problème. Très bien. Là, c'est un expert qui est disponible. Il y a un porteur de projet, c'est une dame. Je serais ravi de vous rencontrer pour mieux discuter. Pourquoi pas faire un partenariat dans le futur? Pourquoi pas? Aucun problème. On est disponible, on est là pour vous. Les connaissances là, on ne peut pas les emporter dans la tombe, les amis. Donc, autant les partager. Oui, ça ne coûte rien. Expert, porteur de projet, expert. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Tout à fait, allez-y. Oui. Juste pour d'abord commencer par vous féliciter pour cette initiative et demander aussi à tous ces jeunes-là qui sont connectés de saisir l'opportunité, de ne pas se décourager, de bien suivre toutes les sessions, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à la dernière, et à chaque fois donc de faire les exercices et bien sûr donc d'être ouvert à tout. Voilà, je pense que c'est une belle opportunité et que nous tous donc nous y adhérons. Donc nous félicitons et nous vous encourageons. Voilà, et nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Dongo. Donc, il y a aussi Monsieur Elaj Sow, je crois, qui avait levé la main. Est-ce que vous êtes en ligne, Monsieur Sow? Sinon, il y a peut-être une ancienne main. Il y a Monsieur Arona. Arona, vous pouvez vous présenter et prendre le micro. Ensuite, il y a Mamadou Kama, ça c'est dans l'ordre. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, professeur, merci beaucoup. Alors, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Aaron Samb. Je suis comptable financier et président fondateur d'une association qui s'appelle Jeunes Action, qui a pour vocation fondamentale de booster les jeunes à s'orienter vers l'entrepreneuriat. Cette association est née depuis le mois de janvier 2023. Et vraiment, je voudrais vous féliciter, professeur, pour le travail abattu. Faire des diapos sur PowerPoint, déjà, c'est pas facile. Hein? Et vous avez été très clair et précis. Vraiment, je vous tire chapeau. Mais je voudrais aussi vous proposer, pourquoi pas, de faire des forums en présentiel. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est bien passé avec l'Internet et tout, mais on sait tous qu'il y a beaucoup de caprices sur Internet. Bon, il y a des problèmes de connexion et tout ça. Donc, j'aimerais bien parfois, si vous pouvez, faire des forums en présentiel. D'accord, c'est voilà, bien entendu. Merci beaucoup, c'est ce que je voudrais apporter. Et je vous dis que je serai là, Inch'Allah, tous les dimanches. Hein, et je vous appellerai même le professeur. Hein. Je vous appellerai. On vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. C'est Arono comment? Aaron Samb. Aaron Samb, d'accord. OK, Arona. Oui, merci beaucoup. En tout cas, financier. D'accord, on a bien noté et vous faites partie des personnes ressources, vous l'avez dit. Donc, vous pourriez accompagner des PME, des PMI, des petites et micro-entreprises. C'est très bien. Bon, concernant les rencontres en présentiel, bon, c'est toujours difficile de se déplacer, mais nous allons maintenir les réunions virtuelles les dimanches. Maintenant, dans la semaine, on peut bien organiser. Ça prend une certaine logistique de louer un espace avec des tables, etc. Bon, c'est tout à fait faisable. Hein? Bon, nous faisons beaucoup de formations à travers le pays. On a fait pratiquement toutes les régions du Sénégal. Hein? Donc, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tamba, etc. Région du Nord, on est descendu au centre. On a fait toutes les régions du Sénégal en matière de formation. Et moi et mes collègues d'ailleurs. Et il y a beaucoup d'institutions qui interviennent. Et je pense que ces institutions-là pourraient même, c'est l'occasion d'ailleurs, on ouvre cette plateforme-là pour qu'elles viennent parler un peu de leur programme, de ce qui est en train d'être fait, etc., etc. Je vais donner la parole à
Abdoulaye Diouf, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour, grand Abdoulaye Ndiaye. C'est Abdou Kounta Diouf, Oui, mon grand Abdou frère Kounta et Diouf, professeur. Abdou Kounta Diouf Ouais, de ouais. Montpellier. C'est Montpellier, non? Oui, maintenant je suis en région parisienne. Ah bon? Oui. Je ne suis pas entrepreneur, comme tu le sais. Je travaille plutôt dans l'urbain et l'aménagement. Mais Oui, mes enfants seraient intéressés par voilà, faire quelque chose au Sénégal, quoi. Bon, absolument. donc, lorsque j'ai eu ce lien-là, je me suis dit, je vais me connecter. Bon, je suis même en voyage là, mais j'ai pris le temps quand même de me connecter pour suivre tout. C'était excellent. C'est clair, Merci beaucoup. précis et net, quoi. Et de toute façon, ça ne me surprend pas de toi parce que je te connais bien. Et puis, je peux dire que c'est toi qui m'as éduqué, quoi, qui m'as élevé un peu, une partie de mon enfance. Et tu as Tout servi à d'exemple. fait. Voilà. Bon, c'est un peu Tout à personnel ce fait. que je dis, mais aussi c'est un témoignage sincère et vrai. Merci Donc, beaucoup. En tout cas, voilà. tu représentes aussi la diaspora de France, de Paris, de Voilà, Montpellier, etc. voilà. Et après avoir passé presque une bonne partie de votre vie là-bas, vous avez votre famille maintenant, les enfants, vous devez bien Ouais. rentrer, investir au pays. C'est exactement ce qu'on recherche. Voilà, et puis ils sont intéressés. Voilà, absolument, absolument. Donc, le moment venu, je vous enverrai donc le questionnaire que vos enfants pourront remplir en donnant un peu le diplôme, leur nom, etc. Et ce qu'ils voudraient faire. S'ils ont des projets, des idées de projets, qu'ils en parlent. Et on verra comment on va les appuyer. C'est toujours difficile, quand on est à l'extérieur, d'investir au niveau du Sénégal. D'accord? Ouais. Non, Alors, il y a monsieur, merci beaucoup Abdou, donc à très bientôt. De toute façon, à très bientôt, de toute façon, on garde le tous contact. mes encouragements, on garde le contact. Alors, je ne Merci. sais pas si, alors, il y a Yaya Diaw qui faisait partie des panélistes. Malheureusement, aujourd'hui, le panel n'a pas marché. Parce que ce panel-là, pour faire partie du panel, c'est la plateforme Zoom qui vous envoie un lien spécial. Et moi, je ne suis même pas au courant de ce lien. Donc, je n'ai pas copie de ce lien. Donc, je ne peux pas vous le renvoyer. Ce fait donc que les panélistes, malheureusement, n'ont pas pu se connecter. Et M. Yaya Diaw, je ne sais pas, Yaya, si tu veux prendre la parole ou pas. Mais sinon, il y avait 4 personnes qu'on avait identifiées dans ce panel. Hein, donc, il y a M. Yaya Diaw, il y a Dr Issa Baro, qui est quelqu'un qui a un pied en Europe, un pied au Sénégal, en Afrique, qui a une très longue expérience en matière de renforcement des capacités. Yaya Diaw fait partie des premières promotions qui ont suivi la formation sur l'entrepreneuriat au CESAC. Je vais vous donner la parole à Yaya, si vous voulez. Il suffit de lever la main, Yaya. Tu lèves la main, je pourrais te donner la parole. Voilà. Et il y avait aussi une autre dame, Madame Vigna Samb, qui est en voyage malheureusement, qui est aussi une personne qui a vécu dans la diaspora en France, qui a fait ses études là-bas, qui est rentrée et qui a créé son entreprise dans le domaine donc, du digital et qui marche très bien. Donc, ça aurait été bien quand même si on pouvait témoigner. La prochaine fois, je vais donner beaucoup plus de place aux témoignages. Ça va être interactif. Aujourd'hui, j'ai fait une présentation magistrale, ce que je n'aime pas. Je déteste les présentations magistrales parce que vous êtes là, passif, vous écoutez. Bon, mais la prochaine fois, ça va être interactif. On va avancer pas à pas. D'accord? Il y avait aussi une autre dame, Djenaba, qui est aussi une dame de la diaspora, qui est rentrée au Sénégal, qui se bat. Et vraiment, j'avais voulu... on a discuté avec toutes ces personnes. Je sais que leur témoignage peut être extrêmement pertinent. Mais bon, je pense qu'on pourra... Si vous pouvez prendre la parole maintenant, vous levez la main simplement. Alors, je vais donner la parole à M. Thioub. Donc, ensuite, ce sera Jean Gomis Antoine, parmi ceux qui ont levé la main. M. Thioub, vous avez la parole. Oui, bonjour, Doyen Ndiaye, bonjour à tout le monde. Donc, je commencerai par féliciter Doyen Ndiaye pour tout le travail que vous faites. Hein. Donc, pour les jeunes, donc, comme vous l'avez rappelé, c'est une formation que vous avez l'habitude d'animer pour des institutions, surtout du ministère du Commerce, mais également donc, que vous animez également dans le cadre d'entrepreneurs que vous encadrez. Nous avons la chance de suivre un peu vos formations. Alors, moi, j'aimerais donc marquer
en tout cas notre engagement à partager notre expérience. Et dans le cadre du ministère du Commerce, vous avez parlé des institutions qui sont telles que l'ADPME, qui ont beaucoup d'initiatives pour les jeunes. Nous, dans le cadre du ministère du Commerce, il y a des initiatives que nous avons lancées récemment, donc une plateforme de commerce électronique qu'on pourra partager et qui pourrait intéresser, n'est-ce pas, les jeunes, et d'autres initiatives également dans le cadre des projets que nous exécutons et qui pourraient profiter aux jeunes qui sont dans cette plateforme. Je vous remercie et vous réitère nos remerciements et nos félicitations. Merci, au revoir. Merci beaucoup, M. Tchoubin. De toute façon, vous êtes un grand militant également de développement, notamment régional. Quand j'ai parlé la tournée que j'avais faite dans différentes régions, c'était avec vous, avec d'autres personnes, d'autres cadres de l'administration, notamment du ministère du Commerce. De toute façon, vous êtes des personnes de terrain et je vous apprécie énormément. Alors, ce que je vais faire pour être concret, il y a un module qu'on va traiter sur l'économie digitale, le commerce électronique, le marketing digital. Je vais vous laisser, le moment venu, quand on fera la programmation, je vais vous laisser une plage où vous allez présenter la plateforme du commerce électronique. D'accord. D'accord? Comme ça, au moins, les personnes qui sont là sauront qu'actuellement, il est possible de prendre vos produits, de les mettre sur la plateforme, de les vendre sans payer. Je crois que c'est gratuit, n'est-ce pas? C'est bien sûr, oui, c'est bien sûr, c'est gratuit. Voilà. Donc, c'est accessible, la plateforme est là, il faut l'utiliser. Donc, je pense que c'est comme ça que je vais faire d'ailleurs pour les semaines à venir. Chaque fois que je vois qu'il y a un projet pertinent qui peut intéresser les porteurs de projets ou bien les entreprises, à ce moment-là, je vous invite, je vous donne un certain temps, 10-15 minutes, vous faites votre présentation et les gens pourront poser leurs questions. D'accord? Alors, quelqu'un a dit, je n'ai pas entendu le secteur de la santé dans votre exposé, mais bien sûr, la santé fait partie des services. Vous savez, j'ai dit dans l'exposé qu'il y a 12 secteurs de services qu'on va parcourir. Parmi ces 12 secteurs de services, il y a le secteur de la santé. Les services de santé, c'est extrêmement important. Notamment qu'on a beaucoup de diplômés, de jeunes médecins, de pharmaciens qui s'installent. C'est aussi des entreprises qu'il faut aider, qu'il faut appuyer. Il faut venir vers nous, il faut suivre la plateforme pour qu'ils puissent être performants. Et la santé, c'est essentiel. C'est comme l'éducation, c'est pareil. Il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de formations professionnelles, etc., etc. Donc, la santé, je confirme que ça fait partie. Je vais donner la parole à Mme Vignan Ndiaye, qui faisait partie du panel qu'on avait invité au début. Et Vignan, allez-y. Vous nous parlez un peu de votre expérience. Hein. Ah, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. D'abord, je m'excuse. J'ai raté un peu le début. Donc, je vais essayer de prendre un peu de temps en route, comme on dit. Donc, moi, je m'appelle Vigna Samb Ndiaye. Et donc, je suis là aujourd'hui pour parler un peu de mon expérience en tant qu'ancienne habitante de la diaspora. Et je suis arrivée, moi, en France en 2004, à la suite de l'obtention de mon baccalauréat. J'ai eu à poursuivre des études en France, donc d'abord un bac plus 2 en génie des télécommunications et réseaux. Ensuite, j'ai fait un master 2 en MIAGE pour justement commencer à travailler à partir de 2009 dans plus diverses entreprises entre la France et Nice. Et j'ai quitté la France concrètement en fin 2016 suite à, je ne dirais pas un coup de tête, parce que c'est vrai que bon, une fois qu'on arrive en France et qu'on est pris un peu dans le maillage français, comme je l'appelle, on est un peu piégé. Et retourner au bercail devient très difficile parce que c'est une décision super importante dans le sens où, pour ceux qui habitent la France et qui le savent, quand on arrive en France, ce qui se passe, c'est que les gens sont un peu sont un peu bloqués entre le travail,
les prêts, parce que quand on achète un appartement, il faut payer l'appartement. En général, les prêts, il faut les payer sur 20 ans. Donc, en gros, le système français nous pousse, nous, étrangers ou même français qui arrivons là-bas et qui faisons nos études là-bas, à y rester. Donc, nous, en 2016, avec mon mari et mes enfants, on a décidé justement de sauter le pas et de rentrer au Sénégal. Au départ, la première option, c'était d'attendre d'avoir du travail, comme beaucoup de Sénégalais font aujourd'hui. C'est essayer à partir de la France de trouver quelque chose, de trouver quelque chose chez Orange, de trouver quelque chose dans une autre entreprise. Et une fois qu'on a du travail, à ce moment-là, on part. Mais cette option-là, elle est, on va dire, très rare. Rares sont les Sénégalais qui arrivent à décrocher à distance un travail ici au Sénégal avant de venir. Mais ça existe, hein, mais bon, c'est pas très courant. Donc, à partir de là, à un moment donné, donc, on a fait des économies, naturellement, parce que c'est vrai que c'est pas une décision qu'on peut prendre comme ça du jour au lendemain. On se réveille pas juste et dire on rentre au Sénégal, ni problème Sénégal nous-mêmes, Sénégal, bon, vient pas les bras ballants comme ça, parce que sinon on devient dépendant. Donc, on a fait des petites économies et on s'est dit, bon, bah voilà, avec ces économies-là, allez, on a de quoi vivre pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, ben, on a le temps de trouver quelque chose. Voilà. Monsieur Diaz, n'hésitez pas à me couper hein, si jamais vous avez des questions au fur et à mesure. D'accord. Et une fois arrivé au Sénégal, donc bon, on a quitté la France pour plusieurs raisons. Hein. La première raison, c'était parce que bah, la famille nous manquait, ça c'est une chose. La deuxième, parce qu'on s'est dit, bon, bah, nos enfants, on a envie qu'ils soient élevés dans un cadre un peu plus chaleureux, avec l'islam, avec la famille autour, ainsi de suite. Et la troisième raison, c'est qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a tout à faire. Il y a tout à faire et si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir ce qui est possible de faire de façon globale. Donc, on est arrivé au Sénégal. Donc, voilà. Au début, c'était assez difficile parce que c'est vrai que nous, on vient avec un peu on est arrivé avec un peu l'organisation à la française, assez carré, assez réglo, les rendez-vous à l'heure, ainsi de suite, ainsi de suite. Et une fois arrivé au Sénégal, on s'est rendu compte que la France a ses réalités, mais le Sénégal également a ses réalités. Donc, moi, personnellement, j'ai cherché du travail au début. Mais en réalité, avant même de trouver du travail, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, en se lançant dans l'entrepreneuriat, on se rend compte en fait que, effectivement, en étant au Sénégal, on peut travailler, on peut gagner de l'argent et on peut effectivement créer des choses, faire des choses. Il faut le vouloir. C'est pas simple, mais il faut être motivé et il faut le vouloir. Donc, partir de ce principe-là, donc j'ai complètement basculé de la vie de CDI rangé avec un salaire bien précis à la fin du mois qui tombe, la sécurité, tout ce qui va avec, tout ce qu'on nous fait croire en France comme quoi que c'est ça la réalité, à l'entrepreneur qui débute ses mois mais ne sait pas comment la fin du mois va se terminer. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une grosse expérience parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui doit attirer les jeunes de nos jours. D'abord parce qu'il y a énormément de choses à faire, surtout au Sénégal. Chez nous, il y a énormément d'opportunités. Il faut se renseigner et derrière, se lancer, tout simplement. Et on se rend compte que les débuts sont difficiles, mais des fois, on va avoir des mois où c'est des mois creux, comme on peut se retrouver avec des mois où on se dit, là, je regrette de n'avoir pas été entrepreneur dès le début. Et l'autre avantage de l'entrepreneuriat également, c'est qu'on peut entreprendre dans plusieurs domaines en même temps. Ça veut dire, on peut se réveiller un matin et dire, allez hop, on a, je sais pas moi, il y a tel secteur qui a besoin de telle chose, j'ai les compétences, je me lance. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et par ça, nous, on prend notre expérience de l'extérieur qu'on ramène au Sénégal et on utilise cette expérience-là pour créer de la valeur de façon globale chez nous, pour développer notre chez nous, mais aussi pour créer de l'emploi, donner de l'emploi à tous ces jeunes qui sont là, qui sont diplômés, surdiplômés, qui ont des compétences mais vraiment géniales et qui derrière se retrouvent au chômage tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Donc je pense que bon, voilà, si ça peut motiver d'autres gens qui sont encore en France et qui hésitent à rentrer,
Je pense que ça vaut le coup, il faut sauter le pas. C'est pas simple, mais il faut être résilient. Il faut être résilient et tenir le plus longtemps possible. Et si ça peut également motiver ceux qui sont là, qui veulent entreprendre, je pense que l'entrepreneuriat, moi personnellement, je n'aurais jamais cru que j'allais entreprendre. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je ne le regrette pas. Et puis bon, c'est quand même assez sympa d'être son propre boss. Donc voilà, alhamdoulilah, j'espère avoir motivé certaines personnes de l'assistance. Et puis voilà, Merci. bon courage à tous. Et merci M. Ndiaye aussi pour tout. Merci beaucoup, Vigna. Tous mes encouragements. Ce n'est pas facile d'entreprendre, hein, surtout quand on vient de régions comme l'Europe, ou les pays développés, les États-Unis, le Canada, etc., et qu'on rentre au pays et qu'on trouve que, bon, c'est l'informel qui domine plutôt. Donc, il faut se battre. Mais dans tous les cas, l'entrepreneur se bat partout dans le monde. Ça, c'est le pain quotidien de l'entrepreneur. On vous dira d'ailleurs en matière de comportement, comment se comportent les entrepreneurs performants face aux problèmes, face à des obstacles. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de surmonter les obstacles. Et pour cela, il y a une certaine attitude qu'il faut avoir. Moi, c'est sur cet aspect comportemental que je vais mettre l'accent. Parallèlement, on va vous donner des outils de gestion. D'accord? Alors, donc, il y a M. Yaya Diaw des États-Unis. Yaya, est-ce que tu nous entends? Tu peux prendre la parole. Merci, merci. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Voilà, je m'appelle Yaya Diaw, j'habite à Kentucky aux États-Unis depuis un certain nombre d'années. Tout ce que je sais, c'est que cette initiative de M. Abdoulaye Ndiaye, ou professeur Abdoulaye Ndiaye, comme je l'appelle, vient à son heure. Nous nous inquiétons tous de la situation économique du Sénégal et nous pensons que le secteur privé va devenir, disons, la solution pour régler ces problèmes économiques et sociaux et même environnementaux. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucun Sénégalais de l'extérieur qui ne pense pas à revenir. Les obstacles, vous les avez énumérés, c'est dans des groupes pareils, c'est en, disons, communiquant avec les autres qu'on peut identifier, disons, les solutions, se baser sur quelque chose de très concret, suivre les autres qui ont réussi, qui ont réussi le retour. Le retour, il se prépare. Moi, j'ai échoué mon retour plusieurs fois, mais je continue d'essayer. Donc, je peux vous remercier pour l'initiative et je vais essayer de voir si je peux prendre contact avec les autres structures qui sont déjà là, parce que j'ai créé ma propre structure pour ça, pour m'aider et pour aider les autres. Et je remercie tout le monde et puis nous aurons l'occasion les dimanches à venir d'échanger beaucoup plus fructueusement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yaya. Alors, je dois témoigner quand même en faveur de Yaya pour dire que c'est quelqu'un qui a suivi effectivement cette formation sur l'entrepreneuriat. Je pense que c'était dans les années 89-90. C'est l'époque où on organisait ces séminaires au CESAC. Donc, ça fait très longtemps. Bon, ça ne me rajeunit pas, hein, les amis. Hein. Mais je suis encore jeune, hein, comme on dit. Hein. Je me considère comme quelqu'un qui a 25 ans. Voilà, c'est tout. Donc, Yaya, c'est un grand militant donc, du rapprochement entre les Sénégalais de la diaspora et les Sénégalais nationaux. Ils ont d'autres groupes WhatsApp. J'ai regardé qu'ils font des choses merveilleuses en Casamance, par exemple. Je pense que c'est ce genre d'initiative qu'il faut encourager. C'est la même chose qu'Issa Baro également. Hein. Bon, ici, l'idée, c'est, au niveau de cette plateforme, c'est de fédérer toutes ces initiatives-là. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Donc, le plus important, c'est de permettre à tout ce beau monde-là de se retrouver, de travailler ensemble et de se développer. Alors, il y a un intervenant, c'est Khalidou, je crois que Khalidou Baldé qui a levé la main depuis très longtemps. Après, il y a une main qui se lève, mais je ne sais pas qui c'est Samson
etc. Ils n'ont pas mis de nom, mais je dois réclamer la parole. Vous pourrez vous présenter. Donc, Khalidou, Oui. allez-y. OK, merci. Monsieur le professeur, je vous félicite beaucoup et vous remercie beaucoup encore de la clarté de votre cours, ce qui nous permet d'avoir encore une fois un éventail d'idées. Depuis 2 ans, je vous suis, monsieur le professeur, et je m'engage à partager notre expérience sur l'encadrement, le diagnostic, le développement d'une manière générale, les passations des marchés publics, le suivi-évaluation. On peut apporter beaucoup de choses en termes d'expertise dans ce que vous êtes en train de faire, surtout dans le secteur de l'éducation où nous sommes fonctionnaires de l'État. Mais aussi, on vous encourage parce que l'entrepreneuriat au Sénégal, je crois que ça fait partie, c'est ça qui va développer le Sénégal. Nous avons des forêts, nous avons des rizières, nous avons des marigots ici au Sénégal. Plein de choses peuvent se faire, mais avec vous, on peut développer le secteur privé, qui est pour moi le moteur de développement au Sénégal. Merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup, Khalidou. Merci pour ces encouragements. En tout cas, ça me fait un bon au cœur. Et je pense que ça va droit aussi au cœur de toutes les personnes qui sont là, dans ce forum-là, en train donc, de participer. Il y a énormément d'opportunités. D'ailleurs, le dimanche prochain sera exclusivement consacré aux opportunités d'affaires. Vous allez voir qu'il y a énormément d'opportunités. Je vais donner la parole à Abdoulaye Ndiaye. J'aimerais bien savoir qui c'est parce qu'on me dit qu'il y a tellement d'Abdoulaye Ndiaye au Sénégal, mais moi, j'en vois rarement. C'est ça le problème. Abdoulaye Ndiaye? Oui, allô? Oui. Allô? Homonyme, allez-y. Oui, monsieur Ndiaye Abdoulaye. Je vous remercie d'abord de votre présentation qui est excellente. Alors, ce n'est pas la première fois que je suis quand même votre panel. Vous m'entendez? Tout à fait, très bien. Oui, donc ce n'est pas la première fois que je suis votre panel. Alors, je suis très ravi encore d'être parmi vous dans ce panel. Alors, moi, mon problème, c'est... Bon, donc, je suis l'homonyme du présentateur, Abdoulaye Ndiaye, je m'appelle. Je suis chef d'entreprise. Alors, vous avez parlé sur vous avez dit tantôt dans votre présentation que l'entreprise, c'est une personne qui vit, qui naît, qui vit et éventuellement qui meurt. Alors, c'est sur ce point que je veux dire que aussi, si la personne naît, n'est-ce pas, elle doit être entretenue, n'est-ce pas, à sa vie jusqu'à ce qu'elle meure. Mais ici, on comprend ou bien on voit dans certaines entreprises ou dans beaucoup d'entreprises qui sont mortes avant même d'être nées. Pourquoi? Si je prends l'exemple, par exemple, des marchés étatiques, comme vous l'avez si bien dit, il y a les marchés d'État, mais beaucoup d'entreprises aussi prennent des marchés d'État, mais en contrepartie, c'est ces marchés-là qui les tuent. Et ça, on a vu beaucoup d'entreprises qui sont mortes actuellement à cause des marchés d'État. Et ça, je voudrais vraiment que M. Ndiaye Abdoulaye, que vous nous expliquiez pourquoi, franchement. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui sont là, qui ont été complètement emportées par ces marchés d'État-là. Et jusqu'à présent, elles ne peuvent plus se relever. Bon, moi, mon cas aussi, je dis, c'est vrai que vous citez tantôt ici des jeunes, vous parlez des jeunes. Et ceux qui interviennent parlent des jeunes. Moi, je ne suis pas jeune, mais j'ai une entreprise. Et moi, c'est une malchance ou bien de ne pas être jeune et d'avoir une entreprise. Parce qu'à chaque fois que nous allons dans des B2B, il y a beaucoup d'interventions dans des B2B, et, au niveau des hôtels, au niveau, par exemple, de la ligne, de l'Internet, en quelque sorte, au niveau des chambres de commerce, parce que nous avons été, n'est-ce pas, suivis par la chambre de commerce pendant 1 an au moins,
Et maintenant, nous sommes dans des bases de données. On a toujours les opportunités d'être suivis et d'être invités dans des forums. Et souvent, dans ces forums-là, malheureusement, à chaque fois qu'on parle de problèmes de financement, alors c'est vraiment, M. Ndiaye, ça aussi, ça pose problème pour certaines entreprises. Alors, je ne sais pas maintenant comment est-ce qu'on peut nous expliquer sur ce point-là. Pourquoi certaines entreprises n'arrivent pas à avoir, par exemple, un financement et pourtant, certainement, ils sont dans le droit de demander des financements, mais malheureusement, ils n'en ont pas. Alors, je ne voudrais pas être trop long parce que, comme vous l'avez si bien dit, la présentation a été vraiment formidable. Bon, on n'a pas aussi en plus beaucoup plus de temps pour pouvoir discuter davantage. Donc, je vais me limiter là et attendre peut-être les prochaines interventions pour encore dire peut-être un peu de mon expérience. Parce que mon entreprise a été créée depuis 2016 et je suis dans une entreprise de service, n'est-ce pas? Donc, merci, M. Ndiaye. Merci beaucoup. Merci, mon homonyme. Merci beaucoup. Merci pour avoir partagé votre expérience et vos préoccupations. Je pense qu'en prenant vos préoccupations, justement, vous avez parlé des marchés de l'État. Comment est-ce que l'État tutelle les entreprises? Alors, je vois ici deux raisons. La première raison, c'est par rapport au long délai de paiement. Ça, c'est classique. Depuis plus de 30 ans, 40 ans, les entrepreneurs s'étaient toujours plaints des longs délais de paiement. C'est-à-dire que quand vous terminez votre travail, vous faites votre facture, parfois vous attendez 6 mois, parfois même 8 mois, parfois 1 an avant d'être payé. Et ça fait un besoin de financement important pour la PME que la PME ne peut pas supporter. Mais laissez-moi vous dire quand même que depuis 2 ans, moi je travaille avec l'État, j'ai connu ça fait régulièrement. Bon, ce sont des problèmes qu'on a connus. J'ai laissé beaucoup de plumes dans les méandres du ministère des Finances. À l'heure où nous parlons, l'État me doit de l'argent. Mais les papiers sont perdus, c'est un autre régime, le nouveau régime arrive, voilà. Mais ce n'est pas grave. Mais au cours de ces 2 dernières années quand même, je dois avouer qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je le constate. Je dépose une facture, parfois au bout de 2 mois, on me paye. Mais ça, c'est une performance au niveau de l'État. Maximum 2 mois, on me paye. Donc, il y a eu des efforts quand même qui ont été faits en matière de règlement. La seule condition, c'est qu'il faut être en règle avec le FIX. Une fois que vous êtes en règle, mais on fait le paiement. Donc, espérons que ça va continuer et qu'avec l'avènement du pétrole, l'État n'aura plus ces problèmes de délai de paiement. Ça, c'est la première raison. Ce sera une bouffée d'oxygène pour les PME. Deuxième raison maintenant, c'est que les marchés de l'État se font à travers la loi sur la commande publique, qu'on appelle les marchés publics. Et ces marchés publics-là, très souvent, en fonction de votre secteur, il y a une forte concurrence. Donc, finalement, les PME, en soumissionnant, ont tendance à baisser les coûts pour pouvoir passer. Alors, si vous baissez les coûts, ben, votre marge, vous allez grignoter sur votre marge. Et quand on tombe dans le marché, vous avez du mal même à terminer le marché. Donc, finalement, vous finissez par perdre l'argent. Donc, il ne faut pas prendre tous les marchés. Il ne faut pas prendre tous les marchés. Ça, en tout cas, ce sont les 2 premiers éléments que je vois. Les délais de paiement qui créent une tension de trésorerie et puis les coûts de facturation qui sont faibles à tel point que vous n'avez pas suffisamment de marge pour rentabiliser vos opérations auprès de l'État. Donc, en tout cas, merci, mais nous reviendrons sur tous ces éléments-là. Aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est une présentation générale pour que vous puissiez comprendre. Après, on va aller au fond des choses. On va vraiment creuser, on va faire des études de cas, on va partager des expériences. Vous allez poser vos problèmes et on va trouver des solutions. Je ne serai pas le seul à répondre. Les autres experts qui sont là actuellement pourront également prendre la parole et répondre à vos préoccupations. Alors, j'avais donné la parole. Oui? Bon, excusez-moi un tout petit peu, parce que souvent, bon, dans les B2B ou les rencontres que je vais, souvent on priorise les femmes et les jeunes. Bon, quand je parle des jeunes, ils disent qu'entre disons, 25 et peut-être 35, 45 ans, tout ça. Moi, je dépasse cet âge-là. D'accord. Mais ensuite, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, quand on pose un problème de financement,
les entreprises qui demandent toujours à être financées, qui présentent, par exemple, des projets, n'arrivent pas à avoir ça. Elles le font, par exemple. Voilà. Ça, c'est un problème. Alors, concernant le financement, effectivement, vous l'avez soulevé, je n'ai pas répondu à cette question. Moi, à mon avis, c'est un thème qu'on va traiter, un thème spécial qu'on va traiter. Ce n'est pas parce que l'État a mis des fonds, bien que le secteur privé est là à travers les banques, dont le métier c'est de vous financer justement. Comme je dis, la fonction principale, l'objectif principal d'une banque, ce n'est pas de toucher des agios. Ça, c'est un échec, c'est vraiment lamentable. Mais c'est plutôt de financer et de vivre sur le revenu du financement, qu'on appelle les intérêts. C'est ça le chiffre d'affaires normal d'une banque. Maintenant, il faut comprendre aussi, vous êtes demandeur de financement, l'autre a des fonds. Et souvent, ces fonds-là ne lui appartiennent pas. La banque n'a pas d'argent. La banque travaille sur l'épargne de ses clients. C'est ça qu'il finance. Ou bien alors se fait refinancer par des lignes de crédit qu'on loge là-bas. Donc, la banque ne peut pas donner l'argent comme ça sans s'entourer de garanties. Or, les PME n'ont pas de garantie. Et c'est là où je dis que le moment venu, nous parlerons de tout le dispositif de financement qui existe. Il y a des fonds de garantie. L'argent est disponible. Moi, j'ai vu un bailleur de fonds, il y a juste 2 semaines de cela, qui a même failli pleurer en disant que, mais qu'est-ce que vous attendez? L'argent est là. Vous n'avez pas de garantie, je vous donne même la garantie. Qu'est-ce que vous attendez pour vous chercher l'argent? Donc, c'est une question, Ablaye, c'est une question d'information. Il faut savoir taper à la bonne porte. Et puis, en fonction de vos besoins de financement, parfois ce sont des besoins de financement de l'investissement. Ce sont des besoins à long et moyen terme. Ça, c'est pas, les banques commerciales ne peuvent pas les financer. N'est-ce pas? Donc, il y a des structures de financement qui sont là pour financer les investissements. Si vous avez besoin en fonds de roulement, il y a des structures de financement de besoin en fonds de roulement. Ensuite, il y a le problème des taux d'intérêt. Dans certaines structures de financement, les taux d'intérêt sont très élevés. Dans d'autres, c'est un peu plus bas. Il faut donc savoir taper à la bonne porte. Et nous allons vous donner la bonne information en fonction de vos besoins de financement. Il y a Mme Dembo Diouf qui voudrait parler. Allô, bonjour. Bonjour. Voilà, moi je me présente, je m'appelle Mme Dembo Diouf, je suis agent administratif à la DER à Ziguinchor, mais également responsable du suivi et évaluation au niveau de la mairie de Ziguinchor. Voilà, mon intervention va plus s'articuler autour de, tout en vous remerciant tout d'abord, hein, parce que j'ai trouvé un grand intérêt à participer à cette plateforme, parce que je suis pratiquement, j'évolue dans ce secteur-là. C'est d'abord de la question du financement. Moi, déjà, à Ziguinchor, j'ai pratiquement, à travers la DER, financé à hauteur de 3 milliards de francs pour les femmes et les jeunes. C'est avec les nanocrédits DER destinés aux jeunes hommes de moins de 40 ans et aux femmes de 18 à tout âge. Mais l'observation que j'ai eu à faire quand j'ai échangé avec le responsable de l'économie sociale et solidaire, qui est à Ziguinchor, à la mairie, c'est que nous avons compris que les jeunes, ils prennent le financement, mais qu'à la fin, cet argent qu'ils vont demander auprès des institutions de financement ne sont pas destinés au projet. Donc, l'idéal, c'est ce que M. Ndiaye, professeur, vous êtes en train de faire. C'est de mettre en place, et moi je dirais, je ne l'appellerai pas une plateforme, mais c'est un incubateur. Nous, nos PME, PMI ont besoin d'être incubés. Mais au-delà même de l'incubation, d'aller jusqu'à la cogestion. Parce que c'est beaucoup de milliers de francs, de millions de francs qui sont reversés pour booster l'économie, mais qui sont mal utilisés. Parce que les jeunes entrepreneurs, des fois, pour des raisons familiales, pour des raisons sociales, ils l'utilisent à d'autres fins et ensuite, ils gardent une miette qu'ils pensent aller vers l'investissement. C'est un peu ça le souci, c'est d'accompagner, d'incuber, de co-gérer, parce qu'il y a un réel besoin de formation en gestion, de la gestion primaire, très élémentaire, pour que les gens puissent savoir
qu'est-ce qu'il faut investir, quelle est la part du bénéfice et quelle est la part du capital investi. Ce sont ces éléments-là, véritablement. Et véritablement, je suis de tout cœur avec cette plateforme. Je pense que c'est un réel moteur d'encadrement des jeunes entrepreneurs, des startups, entre autres. Vraiment, merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Demba Diouf. Je pense que c'est un peu ce que j'attends de cette plateforme. Vous voyez ici, voilà quelqu'un, c'est un Sénégalais qui travaille à la DER à Ziguinchor, qui a donc l'expérience pratique de financement des PME et des micro-entreprises. Il intervient pour nous faire part de ses préoccupations. Là, eux, ils auraient souhaité financer beaucoup plus de PME, beaucoup plus de micro-entreprises, mais malheureusement, il y a des problèmes du côté des micro-entreprises, notamment des problèmes de gestion. Nous sommes d'accord. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la plateforme, nous allons renforcer les PME. De telle sorte que quand vous allez déposer un document, un dossier au niveau de la DER, que ça soit un dossier de qualité. Non seulement que le document puisse être bien apprécié, mais que l'entrepreneur puisse être bien apprécié. La formation que vous avez faite il y a quelques années, une vingtaine d'années au Togo, formation d'entrepreneur pour le compte de la Banque mondiale. Et la Banque mondiale m'avait dit, mais cette formation, ça doit être utile pour les banquiers. Pourquoi vous ne les invitez pas? On a invité les directeurs de banque. Il y avait un directeur de banque qui était venu. Il est entré dans la salle devant les entrepreneurs togolais, hommes et femmes. Il a pris le dossier de projet pour leur dire que lorsque je reçois un dossier, je convoque l'entrepreneur, je prends le dossier avant même de le lire, je le mets sur mon coude et je regarde l'entrepreneur, j'échange et discute avec l'entrepreneur. Parce que par mon expérience, l'entrepreneur est plus important que le document. Donc, vous voyez un peu ce que Mme Demba vient de dire, il faut renforcer les capacités de ces entrepreneurs-là pour qu'en recevant le financement, ils puissent l'utiliser à bon escient. Et c'est exactement ça l'objet de cette plateforme. Donc, merci, Mme Demba, de cette contribution. Et j'aurais souhaité que des personnes qui sont au niveau de l'ADPME, de l'ACPEX, de 3FPT, et du bureau de mise à niveau, et d'autres institutions, hein, comme l'UNMOSIR l'a fait également tout à l'heure. L'UNMOSIR aussi, c'est un organisme du ministère du Commerce. On a entendu M. Tchouk venir nous parler d'un projet de commerce électronique qui peut vous être utile. C'est un peu ce que j'attends, que chacun vienne contribuer, donc donner son point de vue et aider les entrepreneurs à se développer. Enfin, Samsung SMA255F a levé la main. Allez-y, Samsung. Présentez-vous. Vous m'entendez? Vous venez de lever encore la main, je vous donne la parole. Très bien. C'est le dernier intervenant. Allô, Oui. M. Ndiaye? Oui. Oui, c'est Ibrahim Ba, depuis Ourossogui, dans la région de Matam. Oh, Machallah, Ibrahim Ba, comment allez-vous? Je vais bien, mes salutations d'abord à l'ensemble des participants. Il y a 2 ans, j'ai eu à participer à un webinaire en ligne avec vous. Donc, c'est un réel plaisir de vous retrouver et de retrouver beaucoup de personnes. Je suis dans la région de Matam. Je suis consultant et en même temps entrepreneur. Présentement, nous travaillons à développer le secteur de la volaille, surtout les poulets de chair, qui manquent terriblement dans la région. Donc, je dispose d'une entreprise qui s'appelle le complexe avicole du Fouta, que j'ai créé en 2019. Et en même temps, une autre entreprise qui s'appelle Fouta Services, Travaux, Aménagement et Courtage. Nous sommes également dans le génie civil, notamment la construction des bâtiments, des jardins, de tout ce qui va avec, des poulaillers et tout. L'activité est un peu difficile à réaliser. Notre problème principal ici dans la région de Matam, c'est des problèmes de financement. Des problèmes de financement par les banques commerciales, les institutions de décentralisées et également les plateformes qu'on a dit qui sont là, telles que la DER et autres. J'avoue qu'il est très difficile d'avoir quelque chose par rapport à eux, même si vous présentez toutes les garanties. D'habitude, par rapport à vos ambitions et vos projets, si vous demandez par exemple 10 millions et qu'on vous dit qu'on peut vous financer qu'à autour de 3 millions, ça pose problème. Le problème de la région de Matam, c'est que les gens
entreprennent rarement. Toute la population active n'a les yeux riés que vers l'immigration. Et maintenant, comme nous avons des terres, des opportunités, le soleil, il va falloir renverser surtout la tendance. C'est sur ce que nous nous attelons présentement. Donc, notre sollicitation, c'est de participer à ça pour avoir beaucoup de notions, surtout dans le cadre du financement, qui pose problème. Merci. Merci beaucoup. À Matam, on ne finance pas les entreprises qui ont déjà démarré. Ceux qui ont déjà démarré, chacun se débrouille avec ses propres fonds. C'est ça le malheur, c'est pourquoi il est très difficile de faire croître les entreprises ici. Vu que chaque entrepreneur a des charges familiales, et vous savez très bien le milieu sénégalais, surtout la région de Matam, où il faut être là au chevet de tout le monde. Donc vraiment, nous sommes très heureux je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Et également, nous avons noté également une ruée vers la création des petites entreprises. Par exemple, je ne peux pas rester un mois sans qu'il y ait 5 à 10 personnes qui viennent pour la formalisation. Et j'essaie d'accompagner. Nous avons mis encore en place le réseau des agriculteurs et producteurs de la région de Matam. Nous avons surtout les problèmes liés à l'aliment de volaille, à l'aliment du bétail, au regard des cycles pluviométriques qui sont déréglés presque avec le changement climatique. Donc, je peux dire que c'est l'ensemble de nos besoins. Et également, nous avons une opportunité, surtout dans le cadre de l'énergie photovoltaïque, avec le solaire. Que si une fois c'est exploité, vraiment, la région pourra se tenir mieux. Et être le grenier, on pourra avoir plein de choses à partir de Matam. Merci, M. Ba. C'est quand même heureux de voir qu'il y a beaucoup d'opportunités à Matam. Souvent, on dit que ça fait partie des régions déshéritées. Alors, vous venez nous dire qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir, mais qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des personnes qui veulent créer leur entreprise et qui ont du mal à trouver du financement. Effectivement, les financeurs, les bailleurs préfèrent financer quelque chose qui existe déjà, plutôt qu'une simple idée. Mais on est obligé de financer la création d'entreprises et il y a des fonds pour cela. Donc, je vous remercie de votre témoignage. Nous serons obligés d'arrêter, mais avant cela, j'aimerais quand même vous faire part de quelques messages. Il y a notre ami et frère Mansour Diop qui dit que juste pour féliciter Abdoulaye Ndiaye pour le bel exposé appuyé par des schémas éloquents, je suis Mansour Diop, expert en transport aérien avec 32 ans passés à l'étranger. Je peux me rendre utile, notamment dans le monde du voyage et du tourisme. Je serai heureux de servir. Excellente initiative que ces webinaires réguliers. Ensuite, il a dit un autre message, remerciement également à Yaya Diaw, qui a bien voulu m'inscrire dans l'association Diaspora Initiative. Donc vraiment, voilà Mansour qui intervient exactement dans le sens de cette plateforme. De vraiment mobiliser les énergies. Donc un peu partout dans le monde, la diaspora sénégalaise est partout dans le monde. Mobiliser ces énergies-là pour appuyer justement les créateurs d'entreprises, les jeunes qui veulent créer les entreprises, les femmes et même les autres également. Il n'y a pas que les jeunes. Quand on dit priorité aux jeunes et aux femmes, ce n'est pas exclusif. On n'exclut pas les non-jeunes. Au contraire, c'est pour tout le monde, mais on met un accent particulier sur les jeunes et sur les femmes. Et il y a également Madame John qui dit, cher panéliste, c'est Madame John, depuis Kermassar, Dakar, Sénégal, débutante en entrepreneuriat, ravie d'être parmi vous. Mais ça, c'est important aussi. Tous les débutants doivent venir. C'est-à-dire que toutes les personnes qui chôment devraient s'inscrire. Bon, on n'a pas eu le temps de parler en Wolof parce que ça aurait été très long. C'est une première présentation. Mais la prochaine fois, on va utiliser parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas français. Et je ne voudrais pas limiter seulement cette plateforme aux personnes qui ont eu la chance d'apprendre le français. Quand on sait que dans le secteur informel, il y a des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de personnes qui grouillent dans le secteur informel, qui n'ont pas fait l'école française, mais qui peuvent s'exprimer en Wolof et qui lancent leur entreprise, gèrent leur entreprise en Wolof, établissent des relations avec les clients en Wolof, etc., etc. Et je peux vous dire que cette formation sur l'entrepreneuriat, je l'ai faite plusieurs fois en Wolof. Non seulement en Wolof, mais en Casamance, j'ai formé des formateurs à Ziguinchor où je l'ai fait en français, ensuite en Wolof. Et ces formateurs-là, dans leur langue nationale, ont refait cette
on refait cette formation, notamment ça dit en Diola, en Pulaar, etc., etc. Et c'est comme ça, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Les amis, encore une fois, merci de votre attention et je vous donne rendez-vous à dimanche 13 avec la solution sur les 9 points, s'il vous plaît. À très bientôt.